Bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle. Alors aujourd'hui, après un passage sur le devoir de mémoire en Égypte, j'ai le grand bonheur de recevoir via les réseaux sociaux, via les numériques, Paul Germont qui nous arrive avec un livre très touchant, un livre un petit peu déconneur, mais qui ne l'est pas que déconneur, car il est un petit peu grinçant par passage, à Dubaï, qui est apparu donc que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Alors avant tout, je dis Paul Germont, bonjour. Bonjour, bonjour Monique. Alors Paul, tout démarre au 69 rue des Glacières. Oui, c'est ça. Alors, pourrais-tu, pour les auditeurs, parce qu'après, inévitablement, on va parler des rues adjacentes, mais pourrais-tu nous situer la rue des Glacières à Tunis? La rue des Glacières, elle se situe dans ce que peu de gens le savent d'ailleurs, moi je l'ai su que récemment, dans ce qu'on appelait à Tunis le quartier franc. Le quartier franc, c'était un quartier où il y avait les communautés européennes qui vivaient à la fin du 19e siècle, qui avaient un statut particulier au niveau des tribunaux, au niveau de l'application du droit en Tunisie, etc. Et c'était une rue qui partait de la Porte de France pratiquement. Bab el-Bahar. Exactement, Bab el-Bahar, qu'on appelait la Porte de France, mais en fait son vrai nom c'est la Porte de la Mer en arabe. Parfait. Et qui allait jusqu'à la rue, jusqu'au début du ghetto, la rue Sidi Bouhdid, qui était la Hara. Voilà. Et elle était parallèle à la rue des Maltais, qui elle-même se poursuivait jusqu'à la rue Carthagène et puis jusqu'aux portes de Tunis, etc. Moi, j'ai le souvenir de très beaux immeubles Oui, dans la rue Carthagène avec des balcons magnifiques, pas très grands, mais avec beaucoup de ferreries, de fer forgé à l'ancienne, magnifique, d'une véritable richesse. Oui, ça c'est la vision que l'on a aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, après, je me suis rendu compte 30 ans plus tard que c'était de beaux immeubles, que c'était une architecture que l'on retrouve dans les villes de Méditerranée. Dans beaucoup, on trouve ça en Espagne, en Italie, etc. Alors Paul, tout démarre donc avec ta petite enfance, mais en réalité, nous avons tous, nous, les bons de la bonne génération, vécu un petit peu ce départ de Tunis. Donc tu pars en été, ta mère t'a couvert de pulls, de manteaux en poil de chamois, en poil oui, c'est ça, hein? Le dormeuil. J'avoue que j'ai beaucoup ri dans ces pages. Il y a des pages vraiment extraordinaires. C'est pas toujours très rigolo, c'est parfois grinçant, mais on va y revenir. Tu nais donc à la Hara. Au début, oui, tout à fait. Oui, voilà, exactement. De mes fenêtres, on la voyait, effectivement. Tout à fait. Et alors, en fait, très, très tôt, tu t'aperçois du caractère miséreux de la Hara. Ah bah oui, c'était vraiment un quartier de misère, la Hara. Bon, il y avait des gens formidables dans ce quartier. Mais c'était un quartier qui était laissé à l'abandon au niveau des services publics, au niveau de tout, quoi. Il y avait le regard aussi des gens. C'était un quartier qui datait d'avant le 19e, largement, hein, et où il y avait des immeubles juxtaposés, des espèces de masures. Il y avait des petits commerçants. Enfin, c'est le ghetto tel qu'il existait même dans les villes d'Europe, hein, comme on l'a lu par la suite avec Isaac Bashevis Singer et tout ça. C'était le ghetto, et c'était le ghetto qui en plus subissait les intempéries. C'est-à-dire qu'il faisait très 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 froid en hiver. Bon, Tunis c'était une ville froide, contrairement à ce que les non-tunisiens peuvent imaginer. C'était une ville où on grelottait en hiver parce que c'était très humide et que les immeubles n'étaient pas chauffés. Absolument. Et en été, comme c'était des petites venelles de rien du tout, la Hara, c'était des petites rues étroites où souvent les services publics n'étaient pas là, où il y avait, mais d'ailleurs Albert Memmi l'a bien décrit ça, il y avait des rues où les égouts étaient à ciel ouvert. Et il y avait
les inondations, les grosses pluies de l'hiver tunisien que l'on connaît, enfin ceux qui ont vécu là-bas, des pluies qui commencent le matin et qui se terminent pas d'ailleurs, on se demande quand elles se terminent, et glacées d'ailleurs. Et Eh bien, les égouts à ciel ouvert, ce sont voilà, ça les déborde. fameux khandaq. Voilà, exactement, le Khandak, ça débordait. Et alors, ce qui est étrange, c'est que cette rue des Glacières est vraiment très proche de certaines rues où se mêlent aussi bien tous les arts, en fait. Il y avait le conservatoire de musique et de danse, mais il y avait aussi les maisons de passe, les plaisirs de la chair. Oui, Les Tunisiens connaissent Abdallah Guech, oui, quand même. Moi, je n'ai pas connu parce que j'étais petit à l'époque, hein, là où on vivait là-bas. On vivait dans non, mais de mémoire, Ah, inévitablement. Quel est le Tunisien, l'homme masculin de ma génération qui ne connaît pas le nom d'Abdallah Guech? C'était là-bas qu'on se déniaisait. Alors, Paul, donc tu quittes le livre des mares avec Lawina et tu es engoncé, tu dois rejoindre après le bac ton frère à Paris, d'accord? Ça ne se passe pas très très bien parce qu'il ne t'attend pas, mais ça te permet en même temps de faire aussitôt un flashback sur tes petites années en maternelle, tes parents, ta maman avec beaucoup de caractère, paix à son âme, magnifique, parce que je dois dire que c'est une des rares femmes qui a eu son bac à Armand-Falière. Oui, elle était née en 1913, donc voilà. C'était une des rares à avoir bénéficié de l'éducation de la République française. C'est ça. Et il y a une phrase qui est très belle dès le début du livre, en parlant de ton frère Johnny, elle dit « Ton frère a une tête de coupable ». Non, c'est lui qui a inventé ça. Lui, oui, mais elle a repris. Ah ben, elle a repris la phrase, elle la sortait à chaque fois. Ma mère, elle était toujours, comme toutes les mères juives, hein, ou les mères en général d'ailleurs, elle était séduite par ses enfants. Et lui, c'est toujours d'ailleurs un grand séducteur. Et sa première entreprise de séduction, c'était ses parents. Et donc, toutes les conneries qu'il pouvait faire, elles étaient pardonnées parce qu'il séduisait. Et il avait inventé un terme qui est en fait l'ancêtre du délit de faciès en France. C'est-à-dire qu'il disait à ma mère, un jour, il a décidé, mais il était déjà ado, hein, il a dit, après avoir fait de multes, il est connu hein, pour ça, hein, c'est un personnage connu dans Tunis. Il avait une réputation de grand déconneur. Et voilà, c'est ça. Et il disait, il a dit à ma mère, j'ai une tête de coupable. Je suis innocent, mais j'ai une tête de coupable. Donc, je trouvais ça très bien parce que vraiment, ça a été en plus repris. Et alors, donc, le matriarcat, donc ta mère hyper présente, mais il ne faut pas oublier que toutes ces communautés à Tunis, parce que, y compris à la Hara, il y avait plusieurs communautés, hein, il y avait la communauté juive, il y avait les Maltais, il y avait les Siciliens, à ne pas confondre, attention. Oui, okay mais aussi beaucoup de misère, Paul. Tu décris les ânes qui transportent les marchandises, qui sont blessés au maximum. Moi, j'avoue, comme toi, avoir été effarée et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, je vais battre l'ânetier parce que c'est impossible de voir autant de souffrance de la bête. Ah bah oui, on entendait les claquements des fouets. Et puis, je me penchais à la fenêtre, je voyais des malheureuses bêtes qui étaient tombées, qui avaient glissé sur l'asphalte et qui n'arrivaient pas à se relever. Et les charretiers, ils les fouettaient très fort. Mais c'était un spectacle d'une rare cruauté. Ah oui, d'autant que la rue Bab-Carthagène, c'était la rue des bourreliers. Oui, tout à fait, tout à fait. Hein? Non, et puis il y avait les livraisons de blé, je ne sais pas où ils allaient d'ailleurs, je n'ai jamais su, de livraisons de marchandises alimentaires. Oui. Là-bas. Oui. Et parfois, ils glissaient, voilà. Alors, on entre en maternelle, d'accord? Ta maman tenait absolument à te mettre dans une maternelle où on pouvait friser un petit peu l'assimilation parce qu'elle voulait absolument que ses enfants fassent des études et ne soient pas des enfants de la Hara. Ah bah oui, non, mais de toute façon, ce n'était pas l'esprit de la famille parce que dans la famille, c'était du côté de ma mère, c'était une famille avec un très bon degré de culture. Puisque ma grand-mère avait ce qu'on appelait le brevet supérieur, son frère était médecin dans les Vosges, son autre frère, c'était la famille Chaltiel. Son autre frère, il était ingénieur chimiste, elle avait un frère avocat, enfin c'était des gens lettrés déjà. Et du côté de mon père, il y avait aussi, ils avaient fait des études à l'Alliance israélite. De toute façon, c'était formidable, l'Alliance israélite.
sa vocation, c'était d'éduquer les Juifs du bassin méditerranéen, il me semble que c'était ça. Tout à fait. Et le frère de mon père était médecin. Mais comme ils étaient fauchés, et donc ils ont les deux autres garçons, et la fille était sacrifiée. Donc Ouais. voilà. Et alors, dans ces passages, le judaïsme n'est pas évincé, parce qu'il y a de très belles pages qui rappellent le Kippour à la choule, à la synagogue des Boublil. Ah bah oui, ça c'était l'événement. Hein? C'était Avec les chaussures neuves qui nous faisaient mal aux pieds. exactement. La Deb. Et les pulls de laine alors qu'il faisait 45 degrés à Londres. On avait la tenue neuve quoi, de l'hiver, c'était ça. Paul Chaltiel a connu ce qu'on a connu, Paul. Ben, Hein? c'est ça que j'ai écrit. D'ailleurs, quand je dis Paul Chaltiel, j'ai adoré également les pages sur les surnoms. Ah, Il y oui. avait pas, alors ça, c'était magnifique. Oui, parce que j'ai compris très tard, en fait. Parce que j'ai compris autre chose, d'ailleurs, mais je n'en parle pas dans le livre. J'ai compris pourquoi les Juifs tunisiens, ils insistent quand tu poses une question. C'est-à-dire, passe-moi le sel, ce que Boujna avait remarqué, d'ailleurs. Passe-moi le sel, passe-moi le sel. C'est parce que ils n'ont pas une grande notion, enfin, ils n'avaient, bien sûr, maintenant, c'est plus le cas, ils n'avaient pas une grande notion de syntaxe. Et donc, la question, elle n'était exprimée qu'à travers le ton et à travers la répétition. Passe-moi le sel, passe-moi le sel, passe-moi le sel, passe-moi le sel. C'est parce qu'il n'y avait pas, on disait pas, est-ce que pourrais-tu me passer le sel? Ça n'existait pas, c'est pas possible. D'ailleurs, je fais un petit retour en arrière. Le titre même du livre, à Dubaï, que tu traduis par bleu ou au ciel, mais qui, en fonction de l'intonation, s'adapte à quelque chose de différent. À Dubaï, aïe, aïe, aïe. Oui, oui, ça peut être la joie et ça peut être un événement un peu fâcheux. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il y a des pages également, je préviens les auditeurs que j'ai tellement ri pour certaines pages, les noms écorchés par ta mère. Ah, ma mère. Le pauvre Carnero. Ah oui. Là, il a été formidable parce qu'il n'a pas dit un mot pendant tout l'été. Il n'a pas dit un mot. Et les pauvres Isabelle. Ah bah oui, mais quand on lui faisait remarquer, elle, avec une grande mauvaise foi, elle disait enfin, vous exagérez toujours. Bon, ça va, d'accord. C'est comme ça avec l'accent thune. Hein. Bon, ça va jusqu'à Bismuth qui devient Montefiore. Ah oui, oui, mais il a existé d'ailleurs, parce qu'il y avait une amie de ma mère qui s'appelait Lina Montefiore. La mère de Guy. Bismuth, c'est ça. Et qui était mariée avec. Non, elle était mariée avec un Bismuth, qui est un copain de mon père. Ah oui, la tante de Guy Montefiore. Voilà. Et donc ma mère, elle mélangeait tout. Hein. Puis elle faisait à travers. Elle faisait beaucoup des corrélations. C'est-à-dire que, par exemple, quand la petite fille d'une cousine à ma grand-mère, qui était une Bessis, venait, elle l'appelait Bessis. Quel que soit le nom de son père, c'était Bessis, voilà. Et puis Isabelle, c'était Isabelle. Je sais pas moi, Nicole, ça devenait Daniel. Voilà, c'était comme ça. Et on ne pouvait rien lui dire parce que de toute façon, elle recommençait. Moi, je me rappelle une anecdote absolument terrifiante. C'est un jour, un de mes copains, il rencontre ma mère et elle lui parle pendant 1 heure de sa mère Fifi. Fifi, un nom déjà, un prénom, un surnom. Et au bout d'un quart d'heure, parce qu'il n'osait pas lui dire, il lui dit mais vous savez, ma mère, elle s'appelle pas Fifi. Moi, j'ai adoré vraiment ces pages-là. Et puis alors, bien sûr, je dois dire aux auditeurs que Paul Germont est un musicien et la musique est omniprésente. Elle est présente au départ parce que quand tu pars à la Wina, tu as déjà ta guitare électrique. Ah oui. Mais on avait à nu, qui n'a pas de sacoche, hein, d'ailleurs. Absolument, mais j'avais un groupe avec mes copains quand j'avais. Voilà. Mais tu as aussi ton électrophone. Ah bah oui, le TEPAS, mais le TEPAS, c'était un instrument absolument indispensable pour les. Le seul disque qu'on t'ait offert pour ta bar mitzvah. C'était ça. Par des copains de Johnny, d'ailleurs. Absolument, oui. C'était eux qui m'avaient offert ça. C'est un musicien absolument génial qui est mort prématurément, qui s'appelait Clifford Brown. Et d'ailleurs, il était tellement génial que les plus grands musiciens de jazz ont interprété un thème qui s'appelle I Remember Clifford, fait par Son, qui était un grand compositeur de musique de jazz. Et voilà. Alors, tu
tu es un enfant. En classe, tu ne te fais pas remarquer, tu es très calme, contrairement à Johnny. D'ailleurs, il y a toujours cette comparaison, enfin bon, on en reparlera, jusqu'en classe de seconde, où tu deviens deuxième de la classe. Non, ce n'était pas en seconde, c'est en 95 où tu deviens deuxième de la classe. En huitième. En huitième. Et là, tu dois défendre cette place. Et je pense que ça a été un élément moteur pour toi. Non, c'était pas au départ, c'était très ennuyeux. C'est-à-dire que c'était bien, enfin, j'étais fier. On va pas quand même pas faire de la fausse modestie. J'étais fier parce que je m'y attendais pas du tout. Et moi, je travaillais, c'est tout. Je faisais mes devoirs, puis j'écoutais, puis je dormais aussi, hein, beaucoup, Tu énormément. dormais beaucoup en classe, oui. Ah là là, je pionçais en classe. Mais parce que en réalité, c'était un refuge. Parce que pour moi, c'était un monde très différent de la rue des Glacières et tout ça. Donc, me retrouver au lycée. En fait. Pardon? Du monde dans lequel tu évoluais, Voilà, dans le privé. voilà. Et lorsque on me dit tu es deuxième, j'étais extrêmement surpris. Et en même temps, j'étais un peu embêté parce que je me suis dit on va m'emmerder, quoi. Oui. Attends, on va m'interroger, on va me. Oui. Et en même temps, c'était une protection parce que je pouvais pioncer tranquillement sans passer pour un cancre. Voilà. Donc, Et en fait, je signale que la Madeleine de Proust s'est révélée à toi lors d'un voyage en 93. Ah oui. Un voyage que tu as fait à Tunis avec un groupe. Et là, tu décides d'aller te balader tout seul et les sanglots arrivent dans la rue des Glacières, devant ton immeuble. Exactement. C'est-à-dire que j'étais jamais retourné. J'étais retourné en Tunisie plein de fois, puisque mes parents sont venus en France 4 ans après moi. Et puis on retournait en vacances, mais c'était toujours dans le cadre de vacances, l'été. Hérédie, la plage, les déconneurs. Ouais, pas de. Parties de poker, hein. Attention, il ne faut pas oublier les parties de poker. Hein. Ah bah oui, ça. Les frères Germont sont connus pour les parties de poker, il me semble. Et oui. Et puis donc c'était en mois d'octobre, octobre 1993, et je me promène dans Tunis parce que je voulais. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu en hiver en Tunisie. Je ne connaissais pas Tunis en hiver. Et je me balade dans les rues que je reconnaissais parfaitement. Et à un moment, je me perds. Et je me perds, et puis je veux pour me retrouver, je regarde autour de moi pour me chercher des repères. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que je m'étais retrouvé devant le 69 rue des Glacières. Voilà. Et là, il y a un sanglot. Ah là, c'est l'émotion. Ah oui. C'était une partie de ma vie qui avait beaucoup influencé mon caractère. Bien sûr. Alors, Paul, là, on arrive au deuxième livre qui démarre en 64. Et bien sûr, on ne peut pas parler des années 64 à 68 sans parler de Bizerte, qui a été quand même un petit peu l'appel du départ de la communauté juive. Oui, alors Bizerte, c'est pas 64, c'est 61. 61, Bizerte. Bizerte, c'est 61. Et ça a été un grand départ, Bizerte. Pourquoi? Parce que, bon, il y a d'abord ceux qui étaient de nationalité française, mais ils étaient vraiment minoritaires en Tunis parmi nous. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y avait quoi? Bon, enfin, il y avait un pourcentage important, mais il y avait 20% peut-être, ou 15% qui étaient de nationalité française pour diverses raisons. Ceux dont les grands-pères étaient nés à la frontière d'algérienne et bénéficiaient du décret Crémieux, ceux dont le grand-père avait décidé de se naturaliser, etc., etc. Et donc, il y avait encore énormément de juifs à Tunis au moment de Bizerte, énormément. Et donc là, il y a une pression terrible. On passe pour des cinquièmes colonnes, des traîtres, etc. Alors que nos parents, c'était pas nous on était gamins. Moi, à Bizerte, j'avais 13 ans, un peu plus, quoi, 13 ans et demi. Donc, j'étais pas du tout politisé. Et on passe pour des traîtres. Enfin, il y en a plein qui en ont profité pour nous faire partir, en fait. Moi, je pense qu'il y a eu, très sincèrement, je pense que je vais susciter des polémiques là-dessus. Je pense qu'on nous a poussés. On nous a poussés et que chaque période, chaque événement était une occasion pour nous pousser. Et Bizerte, ça a été une occasion pour nous. Et en fait, là démarre justement, s'installe l'arabisation de la Tunisie, oui. Y compris la justice, d'accord? Et puis, de plus en plus, la notion d'Israël apparaît. Et en fait, par exemple, on ne prononçait pas le nom d'Israël, on appelait ça Canada.
Ah bah oui, non mais Ah, alors, là, l'arrivée de l'indépendance de la Tunisie, qui était un événement inéluctable et très très bien et formidable, etc. C'était quand même à ce moment-là, on pense qu'il va y avoir une démocratie. Enfin, on n'est pas sûr. Enfin, j'étais gosse à ce moment-là, mais il y a même eu un ministre juif, Barouch, la etc. bouche, bien sûr. Barouch qui a été viré et tout. Bon, enfin. Mais alors s'installe progressivement le régime autocrate, avec les attributs de l'autocratie, c'est-à-dire le culte de la personnalité, le parti unique, ce qui s'est passé dans tous les pays sous-développés. Alors, il est vrai que la Tunisie, elle avait à sa tête un homme formidable, un homme éclairé, une personne qui avait fait sciences politiques, qui avait fait ses études au lycée Carnot de Tunis, en Oui, partie. Enfin, non, mais c'était un autocrate. Donc, tous les Tunisiens vivaient un peu sous le régime totalitaire. C'est un régime totalitaire. Mais nous, en particulier, en plus, on avait ce côté-là. On n'est pas des Tunisiens parce qu'on n'est pas musulmans. Voilà. Et on avait de la sympathie pour Israël. Et on avait raison d'avoir de la sympathie pour Israël. Et on avait le droit d'avoir de la sympathie pour Israël. Sauf qu'on ne nous laissait pas. Donc, quand on parlait d'Israël, c'était le Canada. On parlait du tout à Canada. fait. Tout à Voilà. fait. D'ailleurs, moi, j'ai une histoire personnelle. Longtemps après, dans les années 80, j'avais une jeune femme tunisienne qui m'aidait à élever les enfants. Et un de mes beaux-frères et belles-sœurs partait le lendemain en Thaïlande. C'était le début, la découverte de la Thaïlande. Mais leur fils, qui venait d'avoir 20 ans, partait une semaine en Israël le même après-midi. Et donc, à table, les enfants avaient la consigne de dire qu'ils partaient en Thaïlande. Et cette jeune femme me dit عجيب عجيب ما نفهمش عليه بوه وامه ماشيين لتايلاند في الصباح وهو ماشي لتايلاند في العشيه ما يجموش يمشوا مع بعضهم. Ils ne peuvent pas partir ensemble. Comment ils partent? Les parents partent le matin en Thaïlande, pour te dire, longtemps après, ça se maintenait quand même. Hein. Alors, on arrive, on quitte. Donc, tu as ton bac en poche en 65. Tu as fait des études brillantes en section classique, qui t'a servi d'ailleurs. Et tu arrives à Paris et ça, la halle au vin, la fac des sciences, l'ADEB, le froid, la cohabitation avec ton frère. Quel ADEB! Quel ADEB! Ouais, ben oui, j'étais pas, en fait, en réalité, j'étais pas, c'était un problème aussi de caractère. J'étais encore dans les jupes de ma mère, finalement. J'étais un gamin, Parfait, tu quoi. avais 17 ans et demi. Hein? Voilà, j'étais un gamin, donc j'arrive. D'abord, je voulais pas aller à Paris. J'avais pas envie d'aller à Paris. J'avais envie d'aller au soleil, c'est-à-dire, En c'était. fait, on n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas d'équivalence de diplôme. On savait qu'après, il n'y aurait pas eu de diplôme, on n'aurait pas eu d'équivalence de diplôme en Tunisie. C'est la raison pour laquelle nous Non, sommes. non, mais moi, je voulais aller en France, mais je voulais pas aller à Paris, dans la ville de Paris. J'avais été une fois à Paris et j'avais détesté Paris. Et donc, je voulais aller soit à Montpellier, soit à Nice, où il y avait le frère de mon père qui était médecin à Menton. Mais la faculté de Nice avait ouvert, il avait découragé mes parents en leur disant on ne sait pas ce qu'elle vaut, cette faculté, elle vient d'ouvrir à Nice. Et moi, je Oui, voulais. parce qu'au début, tu étais inscrit en PCEM. Hein? Oui, et ma mère m'avait dit, comme toujours, avec son air jamais de la vie, tu iras à Paris, il y a ta tante, la sœur de ma mère. Quelle forte femme! Quelle forte femme! Je vais juste une petite parenthèse. Il y a un de mes cousins qui est un garçon extrêmement brillant, c'est lui qui faisait les sujets du concours de Polytechnique en physique et en normal jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Hein. Et membre du jury de l'école des ponts, etc. Ouais, Il ouais. a fait récemment des portraits, un tableau du quartier où il habitait, la rue de Champagne, Hum. le quartier Lafayette, et des portraits de personnes. Et il m'a dit en conclusion, je m'attaque bientôt à 2 Everest, ma mère et la sœur de ma mère. 2 Everest. Et la sœur de ma mère, c'était Je ris d'autant plus que je connais très très bien tes cousins et qu'on est un petit peu apparentés de loin. Alors, donc, il y a plusieurs passages. Tu as l'appartement que tu décris, rue Saint-Jacques, le couloir cuisine, salle de bain. Ah oui. Non, Épique. c'était terrible de se retrouver de la luminosité tunisienne qui était incomparable.
de la clarté, du ciel bleu, etc., de se retrouver en plein hiver dans un appartement où le soleil ne perçait pas, ne venait jamais, et pour aller à la halle au vin sous la pluie à 7 heures du matin, parce que les cours étaient à 7h30. C'est l'ADEB. C'était Et d'ailleurs, Paul, je signale que tu précises que tes 3 couleurs préférées sont le bleu, le ciel méditerranéen, le rouge, le coucher de soleil. Ah là là, ce que tu as dû être en bord de mer avec les couchers de soleil, j'imagine. Et le blanc du Sefser et des femmes tunisiennes, des femmes musulmanes. Et en fait, quand on réfléchit, bleu, ça, c'est le drapeau français. Oui, mais j'ai fait la je me permets de le dire. Plus tard, mais le bleu, blanc, rouge, c'est en ce sens que je rejoins ta mère pour qui la France avait beaucoup d'intérêt, puisque c'était l'ouverture à la culture. Oui, ma mère, quand elle est arrivée en France en 1969, ce qui est entre parenthèses pour les auditeurs qui ne sont pas thunes et qui n'ont pas subi cet exode, se retrouver à refaire sa vie à l'âge de 57 ans et mon père à 62 ans, c'était quel courage, quel courage. Oui. Sans le... Ils ont eu beaucoup de mérite parce qu'ils se sont adaptés à des petits boulots, d'accord? Alors que ton père, il y a une page extraordinaire, ton père avait un garage et donc pour attirer la clientèle, offrait Bourra et Adam Hout. C'était magnifique, c'était magnifique. Quel accueil! Mon frère était un personnage, hein, il était connu dans Tunis parce qu'il était jovial et sympathique, c'était un très bel homme, il était connu pour être un très bel homme. Moi, je ne m'apercevais pas. Parce que oui, bien sûr. C'est longtemps après que tu l'as compris. On voit qu'il a un très physique un peu à l'américaine des années 50, avec son feutre et tout ça. Et la Rapalone, en fait. Oui, un peu c'est ça. Il est Spencer Tracy, il avait été surnommé comme ça. Et comme les concurrents de mon père, c'était des compagnies pétrolières anglaises et hollandaises, Esso, Shell, etc., elles avaient innové dans le marketing, c'est-à-dire qu'elles offraient des cadeaux aux enfants. Elles avaient compris que les enfants, c'était une cible pour faire venir les parents. Bien sûr. On voit aujourd'hui. Et donc, mon père, il n'y avait pas ça pour Total. Les Français, toujours un petit retard d'une guerre. Hein, et donc, il a innové, lui, il s'est adapté, il a fait comme ça. Et alors, comme si tout le monde l'aimait beaucoup, c'était tous des copains, lui, des anciens copains, etc. Donc, ils venaient, ils se sortaient de leur voiture le temps que le mec fasse le plein. Et, et juste pour dire à mon père, salut Edmond, partager un verre de bourrin et partir. Voilà, c'était ça. Quel kiff. D'ailleurs, il y a beaucoup d'odeurs dans ce livre. Il y a de la musique, il y a des odeurs, il y a du ressentiment, il y a beaucoup d'humour. Et en fait, on arrive même à cette chambre de bonne où tu as fait vivre tes parents. Mais c'était en même temps l'appel du pied pour prendre ta revanche, car après avoir abandonné la fac de médecine, donc Jussieu, tu as fait Sciences Éco, tu as été expert comptable, tu as fait une carrière brillante, et en fait, ta revanche, tu l'as prise. Eh ben, c'est-à-dire que lorsque j'habitais dans ce quartier de la plaine Monceau, au 7e étage ou 6e, je ne m'en rappelle plus, sans ascenseur, c'était un cauchemar. C'est la Dève. Et sans eau, avec l'eau froide sur le palier. J'ai jamais été aussi sale qu'à l'époque, hein, parce que c'était un drame. Bien sûr. Et je savais que les étages en dessous, c'était les étages nobles. Oui, d'ailleurs, il y a quelques pages excellentes quand tu retraces un petit peu les contacts avec les voisins. Et c'est là que tu découvres quelque part la Shoah. En tout cas, la vie privée des gens qui sont rentrés des camps ou qui ont eu leur famille déportée et exterminée malheureusement. Absolument, oui. Hein? Mais en même temps, tu es quand même très débrouillard parce que je relate un petit peu dans le 4e livre le culot que tu as eu pour tes papiers parce que donc tu... Ah, oui, ça c'était... Ça, tu vas raconter, hein? Je la raconte? Bien sûr, Paul. Eh ben, ça faisait... je travaillais dans un grand cabinet anglo-saxon, c'était le premier mondial d'ailleurs, qui a disparu à cause de l'affaire Enron il y a 20 ans. Et j'en ai eu marre, alors que ça marchait très bien pour moi. Et j'ai démissionné, mais je ne me rendais pas compte, parce que j'avais 25 ans, 26 ans, que mes papiers étaient périmés, j'étais tunisien encore. Et donc, au moment où je vais refaire mes papiers, j'ai plus de job. Et comme toujours, on tombe sur
avec un peu de malchance, on tombe sur le préposé qui a envie de se payer quelqu'un ou qui ne connaît pas très bien la loi ou peu importe. Au parchemette. Il y a encore stagiaire, expert comptable, parce que c'est un stage de 3 ans. Vous avez fini votre stage, j'avais fini mon stage justement, donc vous rentrez chez vous. Et comment je rentre chez moi? Chez moi, j'ai plus personne chez moi. On va pas expliquer ça au préposé de la préfecture de police, c'est impossible. Et donc je me retrouve, je vous la fais courte, je me retrouve sans papier. Parce que là, Kafka, c'était parce qu'à l'époque, il y avait la carte de travail et la carte de séjour. Pour faire la carte de travail, il fallait une carte de séjour, et pour faire la carte de séjour, il fallait une carte de travail. C'est tout simple. Donc, je me retrouve avec 1000 administrations qui me renvoient, avec les employés et les fonctionnaires un peu ahuris qui me disent mais on peut rien faire. Et ils avaient raison, c'était pas leur ressort. En même temps, il y en a qui sont pas très aimables parce qu'il faut se rappeler ce que c'était que faire sa carte de séjour avec les malheureux qui savaient pas. Le matin à la préfecture. Ah, c'était un drame. Et donc, je me retrouve pendant 2 ans, on essaye tout, de faire intervenir des gens de la communauté, ça marche pas. Bon. Puis un beau jour, j'ai dit, moi, je vais pas terminer comme ça. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans, quoi. Je sais pas, et je vais voir le bon Dieu. Je me présente au ministère du Travail et je demande d'abord le ministre. Et la jeune femme qui était à la réception, elle était consternée parce que ce n'était pas une procédure habituelle. Et elle me dit, mais monsieur le ministre ne reçoit pas. C'était une très gentille femme. Et je lui dis, écoutez, moi, de toute façon, j'étais déterminé. Je dis, moi, je vais m'asseoir là. Et elle me dit, de toute façon, il n'est pas là. Je vais m'asseoir là et je vais attendre le ministre. Et quand il va passer, je vais l'intercepter. Et alors, et elle me dit, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, elle me dit, écoutez, très gentiment, elle me dit, vous ne pourrez pas voir le ministre, mais si vous voulez, vous me faites un courrier et je le lui remets. Alors là, comme j'en avais un peu marre d'attendre aussi, j'ai dit, ok, donc je vais me chercher une feuille, je fais les pleins et les déliés, je refais ma lettre, je raconte tout, etc., que je suis tunisien, mais juif, etc., et que j'ai des diplômes de l'enseignement supérieur, que j'ai quand même une maîtrise, ce qu'on appelait à l'époque la licence de sciences économiques, et d'autres diplômes, etc. J'ai eu mon bac mention bien, ce qui était une mention bien, c'est des mentions très 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 bien d'aujourd'hui, hein, parce que oui, tout à fait. Sciences Ex, à l'époque où il n'y avait que 40% de reçus hein, au bac. Et alors, je lui donne et je m'en vais. Et 4 jours après, ou 5 jours, peu importe, j'étais chez mes parents, j'avais donné mes coordonnées chez mes parents. Ma mère me dit, il y a le ministre pour toi au téléphone. Et alors moi, je croyais que c'était un de mes copains qui me faisait une farce, comme on en faisait beaucoup. Et alors, je m'apprêtais à dire des conneries, et lorsque d'un coup, j'entends une voix une voix très autoritaire, neutre, celle d'un... Hein, et qui me dit, Monsieur Germont, je dis oui, alors je comprends tout de suite que... Alors, c'est ici le directeur de cabinet du ministre. Ah bon? Et il me dit, voilà, monsieur le ministre a lu votre lettre et l'accord est donné. C'est la fin de mon cauchemar. Alors là, c'est vraiment... Alors, bien sûr, arrivent bien sûr les belles années et on n'a malheureusement pas le temps de raconter ta demande en mariage parce qu'elle est épique. Elle est épique. Je dois signaler qu'il y a eu 2 demandes en mariage pour la même future femme, mais la première demande est épique. Je dirais simplement melon et pastèque. Betir de la... Lisez le livre, vous allez tout comprendre. Et les déconneurs que sont les frères Germont, ta mère disparaît à Rothschild et arrive, vous êtes en vacances pour le mois, pour les shloshim, vous êtes à Ibiza et vraiment, les shloshim de ta mère sont des shloshim de déconneurs à l'image des frères Germont. Ben ça, voilà. je t'accorde 2 minutes, il faut absolument que tu racontes comment se sont passés les shloshim de ta mère, parce que c'est vraiment terminé sur l'état d'esprit de ce livre. Ne retenez que la rigolade, vous allez kiffer. Alors, écoutez, ma mère, elle est morte le 10 juillet. Et donc, les shloshim, ils intervenaient, c'était le 10 août, ou le 9, le 10 août. Donc, on était en pleine vacances, quoi.
Et donc, il y avait deux solutions. Soit on annulait nos vacances, mais on avait des enfants, il fallait quand même qu'ils les amener en vacances et tout ça. Et on avait loué des villas et des trucs. Bon, on se retrouve sur une plage d'Ibiza et à ce moment-là, mon frère vient me dire, tu sais que c'est demain les 30 jours. Et alors, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Eh ben oui, alors, très embêté parce qu'il faut quand même. Alors, à ce moment-là, ma femme me dit, mais écoute, j'ai vu dans le magazine du Pacha l'année dernière qu'il y a un rabbin à Ibiza maintenant. Et alors, où trouver ce rabbin? C'est la question. Alors, à l'époque, Ah ben, un rabbin à Ibiza, c'est où trouver ce rabbin? Et à ce moment-là, on n'était pas assez, comme aujourd'hui, Internet, Google, etc. Et donc, je téléphone à ma fille, à une de mes filles qui était restée à Paris, et je lui dis, trouve-moi l'adresse du rabbin d'Ibiza. Et elle me retrouve les coordonnées du rabbin. On l'appelle et il nous donne rendez-vous. On se retrouve le lendemain dans la Cambrousse, un endroit, c'était le Far West. Far West, des cactus. Hein? Oui, exactement, Khali. Et des cactus. Et effectivement, il y avait Lazare Idour, il y avait la poussière qui tournait, exactement. voilà. Et on se retrouve dans un endroit insolite, une maison avec une voiture rouillée qui est là, des pneus rouillés, des enfants qui jouent dans une bassine, un super playboy, le rabbin, un louba, c'était un louba, et sa femme hyper jolie, et qui nous raconte qu'ils ils vont une fois par mois danser à Ibiza, au Pacha. Et c'est comme ça que. Et alors, on fait. Alors, et la villa, c'est un roman de Steinbeck, hein, la maison de. C'est le raisin de la colère, c'était la maison. Et le mec, On imagine tout à fait. le rabbin incroyable, avec une voix de stentor, il se met tout d'un coup à chanter en arabe et en hébreu et à pousser des you-you. Et on fait une prière, on fait les 30 ans, les 30 jours absolument délirants. Et c'était comme, je pense, je m'avance peut-être, mais c'est comme ma mère l'aurait voulu parce qu'elle Je pense. adorait rire comme ça. Je pense. Et comme tes tantes, parce qu'il y a un esprit déconneur dans la famille, hein, bon, parce qu'on n'a pas rappelé tes week-ends et même ta vie un petit peu à Saint-Cyr-l'École, où tu allais rejoindre tes cousins chez ta tante, surtout quand il y avait la fête, quand il n'y avait plus le moral, que tu étouffais, d'accord? Je dois dire que c'est un livre vraiment à mettre dans les mains de tous les juifs tunisiens, mais pas que. Et je pense que je ne sais pas si Albert Memmi a eu le bonheur de le lire, puisqu'il nous a quittés l'année dernière. Je pense parce qu'il y a des pages à la Memmi, et la différence, c'est que c'est 10 000 fois plus sympathique, parce que Memmi écrit très bien, décrit très bien, mais c'est très austère. L'écriture de la description de la Hara vue par Memmi, sociologue, est quand même très austère. Là, on déconne, on rigole, et je voudrais rappeler, je vais vous le montrer, à Dubaï, de Paul Germont. Alors attention, c'est Paul Chaltiel dans le roman, vous le découvrirez. Merci Paul. Merci beaucoup, Monique. Je dois rappeler qu'on trouve ceci sur Amazon. Sur Amazon, c'est ça. Merci. Merci et à très très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle, puisque notre site a été lancé il y a 5 jours. À très très bientôt. Au revoir.